Salut Internet. Des métiers uniques, rares et insolites, il y en a mais ça court pas les rues. Je vous ai donc fait une petite sélection aux petits oignons de métiers dont vous n'aviez même pas idée. Ça va peut-être révéler chez certains d'entre vous une nouvelle vocation, qui sait. Ou encore libérer l'entrepreneur qui sommeille en vous. Si c'est le cas et que vous voulez un petit coup de pouce pour vous lancer, il existe Shopify, notre sponsor du jour, mais je vous en parle un petit peu plus tard. Pour l'heure, on est parti pour un petit tour d'horizon de métiers hyper insolites. C'est parti. Vous en aviez peut-être entendu parler à l'époque, peut-être aviez-vous même postulé. Le 6 mai 2009, un homme a obtenu le meilleur job du monde. Ben Southall, un Anglais de 34 ans, est en effet devenu le gardien des îles de la Grande Barrière de Corail. Il a été l'heureux élu parmi près de 35 000 candidats venant de plus de 200 pays. Et la description du poste était vraiment pas commune. Nourrir les poissons, nettoyer la piscine et aller chercher le courrier. La fiche de poste de son CDD de 6 mois comprenait également 12 heures de travail par mois. La visite de plus de 100 destinations de la région du Queensland. Il devait donner des centaines d'interviews, dont une avec Oprah Winfrey, alimenter un blog, prendre des photos, faire des vidéos. Et si ça suffisait pas, Ben a touché un salaire assez confortable, 150 000 $ australiens, l'équivalent de 80 000 € à l'époque, pour 6 mois de vie de rêve. Il devait d'ailleurs vivre dans une toute petite villa de plusieurs millions de dollars. À l'origine de ce projet, une agence de marketing australienne qui souhaitait promouvoir la Grande Barrière de Corail comme destination touristique incontournable. Bon ben, Paris largement réussi, et pour ceux qui se demandent ce qu'est devenu Ben aujourd'hui, eh ben il a monté une société de voyage organisée avec sa femme et a toujours l'air de bien kiffer sa vie. Parmi les métiers uniques au monde, il faut aussi penser aux inventeurs en tout genre qui créent des trucs complètement what the fuck et uniques. Je veux dire, techniquement, ils inventent leur propre métier. Et comme je fais tout le temps des raccourcis, je me suis demandé qui était la personne qui avait réussi à nous vendre au monde entier des trucs avec lesquels on a tous joué et qui sont pourtant super simples. Ah. Bah des caplas. Parce que en termes de créer son propre métier unique, ben on est en plein dedans. En faisant mes petites recherches, j'ai découvert l'histoire fascinante de Tom van der Bruggen, l'inventeur de la brique en bois. Et je peux vous dire qu'avant d'être un milliardaire avec des châteaux, un appartement à Monaco, il en a bavé. Dans les années 80, Tom était une sorte de hippie néerlandais. Il avait les cheveux longs, il vivait dans un domaine en ruine, où ça, en plein milieu de l'Aveyron. Et pour rénover sa demeure, il avait besoin de faire des plans, il a donc utilisé des mini planches de bois. Eureka, la planchette de lutin, K-plat en néerlandais, était née. Malgré sa super invention, dans les années 80, ça prend pas des masses. Il se tape des refus de partout. Je veux dire, à l'époque, on est dans l'industrie du plastique, on est dans les prémices du jeu vidéo, personne ne veut de ces morceaux de bois. Sauf que notre bon vieux Tom, il est obstiné. Il part faire le tour de France pour tenter de vendre son produit. Sans internet, t'étais obligé de te farcir 11 000 km pour pouvoir faire de la communication. Puis un jour, une instite croise son chemin et les caplas finissent dans des écoles. La mairie de Paris lui achète des boîtes, puis Mitterrand pour le Noël de l'Elysée. Dites-vous, quelques décennies plus tard, au début des années 2010, c'est la consécration ultime. La fille de l'empereur du Japon est filmée en train de jouer avec. Bon, je veux pas dire, mais s'il avait voulu communiquer sur son invention aujourd'hui, il aurait peut-être pas autant galéré pendant des années. Dans une interview de Paris Match, Tom a quand même dit « J'aurais adoré être arrêté par la police, on aurait parlé de moi dans la presse. » Vraiment, c'est triste en vrai, j'ai mal au cœur pour lui. Il avait juste besoin d'une bonne vitrine, pas de moyens extrêmes comme ça. Alors qu'à notre époque, t'as une idée de génie, bah, direction internet, et le tour est joué. Enfin, c'est peut-être pas aussi simple. Pour ça, il nous faudrait un support, une vitrine, un truc pour nous aider, quoi. Je sais pas, un site clé en main, quelque chose de simple d'utilisation, où t'as pas besoin d'avoir bac+17 pour que ton entreprise fonctionne. Tiens, je serais pas en train de décrire Shopify par hasard, la plateforme que j'ai notamment utilisée pour créer mon site et qui sponsorise cette vidéo. Pour vous expliquer un peu, quand j'ai voulu mettre en ligne ma boutique, je savais pas du tout par où commencer. Et franchement, entre les écritures de vidéos, les tournages comme maintenant et les tournois underground de Yu-Gi-Oh qui prennent une bonne partie de mes journées, je cherchais vraiment quelque chose de simple. Même pour un boomer comme moi. Je suis tombé sur Shopify et ils m'ont vraiment accompagné tout au long de la mise en ligne de mes super livres ou de mon super jeu de société. Disponible sur doc7.fr. Les fonctionnalités mises à disposition sont hyper simples à utiliser. Vous pouvez personnaliser le site ultra facilement avec une multitude de thèmes et de designs. Vous avez même accès à énormément de statistiques, d'options en tout genre qui vous permettent de moduler votre site et d'assurer un bon suivi. Vous verrez le nombre de ventes, le taux de conversion, le panier moyen et j'en passe. Bref, c'était parfait pour me lancer. Mais vous savez quoi?
c'est très théorique tout ça, donc je vais directement vous montrer, ce sera plus simple, et ça tombe bien, on a une commande d'un certain Barack Obama qui voudra un exemplaire de 777 faits surprenants dans le monde. Très bon choix au passage, Barack. Pour gérer la commande, rien de plus simple, j'ai son adresse, son petit mot, son produit, on fait la dédicace au frérot, et puis c'est prêt à partir. En vrai, je suis super content parce que ça a l'air de rien, mais les produits que j'ai créés et qui sont sur mon site, bah c'est une prolongation de ce que j'essaye de vous partager avec la chaîne. Ce sont des objets que j'ai conçus et j'avais vraiment à cœur de vous proposer quelque chose de qualité. Voilà, c'est l'entrepreneur qui est en moi qui s'adresse à vous, hein, mais si je peux en aider ne serait-ce qu'un seul d'entre vous à développer son entreprise, à faire comme Tom finalement, juste en vous disant qu'il y a besoin d'une seule idée, mais je trouve ça super cool. Donc allez-y, foncez, et n'oubliez pas, si vous avez besoin de créer votre boutique, vous trouverez le lien de Shopify dans la description. Dans le genre métier rare, insolite et invraisemblable, être astronome pour le Vatican. Je sais que ça a l'air complètement dingue, alors laissez-moi 2 minutes pour vous donner un petit peu de contexte. Après avoir occupé plusieurs lieux, la fondation du bâtiment de l'Observatoire du Vatican date officiellement du 14 mars 1891. Le pape et le directeur de l'époque veulent montrer que l'Église n'est pas contre la science. Une des premières grandes réalisations de l'Observatoire a été la cartographie du ciel par 4 religieuses. En un peu plus de 10 ans, elles ont répertorié plus de 480 000 étoiles. Et elles n'étaient que 4. Ça fait 120 000 étoiles par personne, 12 000 par an. C'est quand même un travail considérable. L'observatoire est déménagé à 2 reprises à cause du même problème, la pollution lumineuse de la ville. Et la solution est toute trouvée, installer un nouvel observatoire à Tucson, en Arizona. Voilà, à Tucson, en Arizona, il y a un groupe de recherche de l'Observatoire du Vatican. Et c'est dans les années 80 que le projet de construction d'un véritable observatoire à côté du Vatican est lancé, avant d'être inauguré en 1993. Dans une interview, le directeur actuel explique que l'Observatoire du Vatican est composé d'une douzaine d'astronomes venant du monde entier. Ils n'ont pas de mission ou de but particulier, sinon d'alimenter leurs recherches personnelles. En tout cas, moi je trouve fou, on parle quand même de religieux, astronomes, 2 termes qu'on n'a pas l'habitude de mettre ensemble. Et je vous laisse sur cette info, un des télescopes du Vatican se dirige avec une manette de PlayStation. Non mais regardez-le là, le prêtre avec sa manette, il dirige un télescope, ça n'a absolument aucun sens, mais qu'est-ce que c'est stylé! En Inde, le gouvernement ressemble à ce que l'on connaît en France. Il est composé, entre autres, d'un ministre de la Défense, de la Santé, de l'Agriculture, et puis de ministres aux tâches plus différentes de ce qu'on connaît. Celui de l'aviation civile, qui est aussi celui de l'acier, celui des affaires tribales, celui des mines du charbon et des affaires parlementaires. Visiblement, c'est lié, les deux. Et dans le lot, Sarbananda Sonowal, le ministre du yoga. Alors, pour être plus précis, il est responsable du ministère Ayush, qui se compose de l'Ayurveda, du yoga et naturopathie, de l'Unani, du sida et de l'homéopathie, qui sont tous considérés en Inde comme des formes de médecine, de pratiques traditionnelles. Et sida, S-I-D-D-H-A, pas la même orthographe. Et visiblement, sur son compte Twitter, Sarbananda Sonowal se dit être aussi le ministre des ports, de la navigation et des voies navigables. Ça lui fait quand même beaucoup de casquettes au quotidien. Lors d'une interview de 2015, le ministre de l'époque a expliqué que ce ministère était utile pour propager et diffuser des connaissances telles que le yoga dans le monde entier. Il reconnaît que ce ministère n'a pas de but politique. L'ambition est de préserver les connaissances anciennes en les transmettant au monde. Et preuve que le soft power fonctionne, en 2014, l'Assemblée générale des Nations Unies a décrété que le 21 juin serait la journée internationale du yoga. La proposition de l'Inde a été soutenue par 175 États membres, c'est un record absolu. Et parce qu'il n'est jamais trop tard pour s'y mettre, le gouvernement indien vous propose un cours de yoga express de 5 minutes sur leur chaîne YouTube, à pratiquer juste après avoir fini de regarder cette vidéo. Pour celui-là, je triche un tout petit peu parce que c'est moins un métier unique, un petit job hyper rare, payé au black et qui s'est développé dans un seul coin du monde, en Iran. Depuis 2015, l'accès au centre-ville de Téhéran est réglementé afin de limiter la pollution. Plusieurs mesures ont été prises comme la mise en place de zones de circulation réservées à certains types de véhicules, l'achat d'abonnements ou encore la circulation alternée entre les voitures aux plaques d'immatriculation paires et impaires. Et pour surveiller tout ça, des caméras de détection de plaques ont été implantées dans la ville, histoire d'envoyer la petite contravention qui fait plaisir si quelqu'un joue pas le jeu. Bon, vous l'avez deviné, cette situation n'a pas été acceptée par tout le monde. Du coup, si vous vous rendez un jour à Téhéran, vous pourrez observer des comportements plutôt insolites, comme voir des voitures rouler le coffre ouvert avec un drap sur la plaque d'immatriculation ou carrément avec un système de dissimulation de plaques intégré à la voiture. Mais, je vous ai dégoté le must de la gruge, des piétons sont engagés comme boucliers humains pour marcher derrière les voitures. Les motards peuvent également être mis à contribution pour empêcher les caméras de capter quoi que ce soit. Bref, la roublardise à son paroxysme. Non, vraiment, vous saviez-vous que dans un coin du monde, des gars sont payés pour marcher et cacher des plaques d'immatriculation?
Si vous étiez américain en 2017, que vous possédiez un diplôme en physique, en mathématiques ou en ingénierie, que vous aviez de solides connaissances en microbiologie, statistiques et mécanique orbitale, ainsi qu'une très bonne maîtrise des enjeux environnementaux, spatiaux et diplomatiques, vous auriez pu postuler à cette offre d'emploi pour devenir officier de la protection planétaire. Qu'est-ce que c'est que ce truc et qu'est-ce que ça implique? Eh bien, que les politiques de protection planétaire tiennent compte des connaissances scientifiques sur les organismes terrestres et les corps célestes. Yes, ça nous avance pas beaucoup plus. Mais sinon, plus concrètement et dans les grandes lignes, l'agent de protection planétaire doit avant tout éviter que l'activité humaine contamine tout ce qui se trouve hors de notre planète et inversement, que des organismes extraterrestres ne contaminent notre planète. Il supervise non seulement les phases de stérilisation, mais aussi de désinfection d'engins spatiaux lorsqu'ils sont destinés à retourner sur Terre. Pour info, c'est le docteur J. Nick Bernardini qui occupe le poste en ce moment. Une de ses prédécesseurs est restée près de 12 ans en poste. Alors pour ceux que ça intéresse, là c'est un peu raté parce qu'il vient d'être nommé le gars, mais ça vous laisse quand même quelques années pour cocher toutes les cases si vous voulez un jour occuper ce poste d'exception. Et pour finir cette vidéo, je voulais vous parler de Michael Sefi, un philatéliste britannique. Comprenez, un gars qui aime bien collectionner les timbres. Et les timbres, Michael, il a ça dans le sang. Il prend tellement son pied à rassembler des petits bouts de papier léchés par des inconnus qu'il en a fait son métier. Et un unique au monde. Après avoir été un membre important de Société philatélique britannique, il est devenu officiellement le gardien de la collection philatélique royale en 2003. Michael était donc payé à voyager dans le monde entier pour enrichir la collection de la reine qui appartenait initialement à Alfred, duc d'Édimbourg. La valeur de la collection royale est estimée à plus de 100 millions de livres sterling. Et pourtant, il leur manque un des timbres les plus précieux du monde, le One Cent Magenta de Guyane britannique. Un timbre-poste considéré par beaucoup de philatélistes comme le timbre le plus connu au monde et surtout un des plus rares. Un seul exemplaire a été répertorié. En 2021, le timbre a été mis aux enchères et vendu pour plus de 8 millions de dollars, ce qui en fait clairement le timbre le plus cher au monde. Beaucoup de records quand même pour un petit bout de papier rouge. Ah, et pour info, Michael a pris sa retraite en 2018, donc je dis ça, je dis rien, s'il y a des passionnés de timbres parmi vous, une place est libre. Moi je me dis que c'est quand même dommage que le roi d'Angleterre il soit pas passionné de Yu-Gi-Oh! Parce que j'aurais bien fait gardien de la collection Yu-Gi-Oh! Royale. Ce sera un métier cool quand même. Messieurs, dames, j'ai le regret de vous annoncer que nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que ce tour d'horizon des métiers rares a suscité chez certains d'entre vous une nouvelle vocation ou vous a soufflé des idées motivantes. Si c'est le cas, n'oubliez pas notre sponsor du jour, Shopify, qui vous aidera à donner vie à vos projets. Et je vous mets un petit lien en description. Moi je suis désolé, je pars gérer des commandes. Faut que j'envoie un petit livre à Barack Obama. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut Internet.